À partir de maintenant, les séances de ce cours vont être consacrées à proposer une théorie du gouvernement démocratique. Théorie du gouvernement démocratique qui se distingue donc d'une théorie du régime démocratique. À cette théorie du régime, j'ai consacré notamment les cours qui ont abouti à la publication du livre sur la légitimité démocratique, et j'ai, dans la séance précédente, j'ai analysé les conditions dans lesquelles la démocratie à l'âge présidentiel pouvait être redéfinie comme régime. Mais maintenant, c'est à la démocratie comprise comme gouvernement que nous allons nous attacher, et cette question est devenue d'autant plus importante que le pouvoir exécutif est devenu le premier des pouvoirs. On pouvait se passer d'une théorie du gouvernement démocratique quand le pouvoir exécutif était secondarisé, mais quand il a pris une importance centrale, il faut évidemment partir de là. Le constat est simple. Il n'y a pas aujourd'hui de théorie démocratique du gouvernement. Et j'ai expliqué rapidement dans l'introduction les raisons de cet angle mort. Mais on peut dire plus. Il n'y a jamais eu de théorie du gouvernement tout court. Ce que nous appelons le pouvoir exécutif a certes toujours existé, mais il a été compris comme une tâche pratique par ceux qui l'exerçaient. Le pouvoir avait en effet en lui-même sa justification pour ses titulaires. Il leur fallait savoir se faire obéir, transmettre des impulsions, canaliser des mécontentements, gérer des rapports de force, éliminer des rivaux. Gouverner était pour eux un art souvent cynique, du maniement de la force, de la ruse, de la séduction, pour conquérir le pouvoir et le conserver. Une théorie ne leur était pour cela d'aucune utilité. C'est l'expérience du commandement des hommes et de la manutention des esprits qui pouvait seule les guider dans cette tâche. Et donc, aussi les conseils de ceux qui avaient observé, aux côtés des puissants, les conditions de leur succès et de leurs échecs. Une littérature pratique sur l'exercice du pouvoir, rédigée à l'usage des maîtres, s'est tôt fait l'écho de cette vie pratique. Il faut la prendre en compte avant de songer à formuler une théorie démocratique du gouvernement, ne serait-ce que pour mesurer l'écart avec la tâche à accomplir. On peut s'appuyer pour cela sur ces formulations les plus fameuses qui sont celles des théories des pensées de la raison d'État, d'abord illustrées par les écrits de Machiavel et avant Machiavel de Comines, apparus au XVIe siècle, à un moment d'accélération de l'histoire où les gouvernants avaient éprouvé le sentiment de la précarité et de la vulnérabilité du pouvoir qu'ils détenaient. Précarité liée à tous les bouleversements extérieurs qui avaient accompagné le début de l'État-nation en France, ou la multiplication des rivalités entre les principautés émergentes en Italie. Mais vulnérabilité procédant également de facteurs internes, ceux de la gestion d'une population plus turbulente qui contestait la domination des grands dans les cités italiennes, ou ceux de la gestion d'un territoire plus étendu en France. Du même coup, les conseillers qui chuchotaient aux oreilles des puissants se préoccupaient d'explorer les conditions d'exploitation des possibles, de considérer les expédients et les subtilités qui leur permettraient de garder et de consolider le pouvoir. Ce n'est pas aux lois et aux grands principes qu'ils s'intéressaient, mais aux conditions de cet art d'exécution auquel se résumait pour leur maître le fait de gouverner. Je rappelle que le verbe exécuter est un de ceux qui revient le plus fréquemment sous la plume de Machiavel. À partir du XVIe siècle, les guerres de religion vont partout en Europe diviser les sociétés et fragiliser les pouvoirs, pour des raisons immédiatement dérivées de l'ampleur des conflits internes, mais aussi pour des raisons d'ordre quasi anthropologique. Car les affrontements liés à l'émergence des églises réformées auront pour conséquence de modifier le rapport des individus à l'autorité, de distendre l'impératif d'obéissance en valorisant le droit à l'autonomie des consciences, bref, de rompre l'évidence de la soumission au pouvoir en place. En publiant en 1576 les 6 livres de la République, Jean Bodin avait apporté une réponse constitutionnelle
à cette fragilité, avec une théorie de l'État comme puissance souveraine. Souveraineté organisant la séparation entre gouverné et gouvernant et fondant l'ordre public sur la maîtrise de cette distance autant que sur la concentration des pouvoirs. Perpétuelle et absolue, cette souveraineté était pour lui la condition permettant de garantir l'ordre et la paix intérieure en ramenant tous les sujets à une même subordination. Le développement de la forme étatique moderne, avec ses moyens renforcés de coercition, ses formes inédites d'encadrement du territoire et de gestion des populations, avait trouvé là son principe fondateur. Mais l'idée d'une telle souveraineté ne pouvait suffire à régler pratiquement la question du commandement et de l'obéissance. Il fallait en effet aussi dorénavant définir une forme de gouvernement des hommes qui ne pouvait plus simplement reposer sur la force ou sur le caractère sacré du pouvoir. Aller donc au-delà de la voie ouverte par Bodin. C'est un philosophe de Leyde, aux Pays-Bas, Juste Lips, qui sera le premier à formuler les enjeux du nouvel âge du politique qui s'ouvrait en conséquence. Quelle lourde peine, soulignera-t-il, est-ce de retenir et contraindre tant de têtes avec une seule tête, et ranger doucement, sous quelques jougs communs d'obéissance, cette grande multitude inquiète, désunie et turbulente. C'est dans son livre Les Politiques. Comme Bodin, il appelait de ses voeux la mise en place d'un appareil d'État à même d'assurer l'ordre et la sécurité. Mais pour lui, la capacité de commander relevait aussi d'un savoir-faire spécifique. Le prince devait faire preuve de prudence, acquérir une intelligence des situations, avoir l'habileté d'économiser ses forces, séduire et rassurer. Et quelques décennies plus tard, les théoriciens de la raison d'État, en Italie et en France, en Italie Bottero et en France Naudet et beaucoup d'autres, proposeront une approche systématique de la question, systématisant de cette façon, pourrait-on dire, l'œuvre juste ébauchée par Comines et Machiavel. Nul n'a mieux exposé ce programme que Daniel de Priézac dans un livre qui est en lui-même tout un programme, Des secrets de la domination. En l'art de gouverner les peuples, ainsi qu'en tous les autres arts, écrivait-il, il y a toujours eu des raisons cachées et inconnues aux vulgaires, sans le secours desquelles les États n'eussent su ni conserver leur forme, ni acquérir leur perfection. Quelque grandeur et quelque puissance que possèdent les rois qu'ils gouvernent, ils ne jouissent pas pourtant du privilège, disait-il, des plus petits sculpteurs qui peuvent donner à la matière sur laquelle ils travaillent telle forme que bon leur semble. Mais les hommes, souvent plus durs et plus rebelles que le marbre même, font assez voir qu'ils sont nés à une liberté si grande qu'au lieu d'obéir, ils opposent l'obstination à la raison et la rébellion au commandement. Il a donc été nécessaire de recourir à quelques secrets d'État et à des inventions d'Aristote, là je laisse responsable son interprétation d'Aristote, et à des inventions qu'Aristote a nommées des sophismes qui, par une spécieuse tromperie, liraient l'esprit du peuple et fascineraient ses yeux. Le programme de la domination était donc là, je dirais, la définition même du gouvernement. Et c'est à Gabriel Naudet, l'auteur des Considérations politiques sur les coups d'État, publié à Rome en 1639, que l'on devra l'œuvre décisive pour fonder ce nouvel art de gouvernement. Lui aussi appelait à penser le politique au-delà du nécessaire affermissement des lois, selon son expression. La science politique qu'il appelait de ses voeux englobait aussi bien la gestion des relations interétatiques que celle des gouvernants avec les gouvernés. Elle reposait sur une vision jugée réaliste des relations humaines. Naudet avait fait sienne la formule de Guès de Balzac, une des grandes figures du libertinisme érudit, selon laquelle il n'existe entre les hommes qu'un commerce de pipeurs et de niais. Et il approuvait chaudement le reproche que Néron adressait à ses conseillers de donner leurs avis comme s'ils étaient dans la République de Platon et non parmi la population abjecte et basse de Romulus. L'art de gouverner impliquait de la sorte de séparer radicalement la politique et la morale et de donner congé à toutes les visions idéalistes antérieures, aussi bien qu'aux visions constitutionnelles. Pour Naudet, il fallait considérer que le salut de l'État était premier et que sa sauvegarde relevait d'un ordre autonome,
régi par des règles spécifiques. Il justifiera ainsi le massacre de la Saint-Barthélemy, autant que les pratiques de l'Inquisition, car il s'agissait à ses yeux d'un excès du droit commun à cause du bien public, formule qui sera souvent reproduite. C'était, disait-il, des actions hardies et extraordinaires que les princes sont contraints d'exécuter aux affaires difficiles et comme désespérées contre le droit commun, sans garder même aucun ordre ni forme de justice, hasardant l'intérêt du particulier pour le bien public. L'essence du politique résidait ainsi pour lui dans la conquête et la conservation du pouvoir, considérées comme des fins en elles-mêmes. Le ressort de cet art réaliste de gouvernement, théorisé dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, reposait sur la dissimulation. Qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner. Telle était la maxime essentielle posée par Naudet. Dans son Bréviaire des politiciens, Mazarin résumera dans les mêmes termes son message aux gouvernants. Premièrement, simule, deuxièmement, dissimule. Ce n'est donc pas en se plongeant dans les livres que l'on pouvait apprendre à gouverner de cette façon, mais en comprenant les ressorts de la nature humaine afin de les manipuler. La science royale que Naudet a voulu bâtir était un art pratique et réaliste de la domination. Il s'agissait d'utiliser les passions, les superstitions, les peurs pour conserver le pouvoir. Pour lui, l'État ne pouvait subsister qu'au prix de ce travail permanent. Il n'existait pas au repos. Comme Comines et Machiavel avant lui, Naudet avait un sens aigu de la précarité des situations. Toutes les choses du monde, sans en excepter aucune, disait-il, sont sujettes à des révolutions. Les sciences, les empires, les sectes, le monde même n'est pas exempté de cette vicissitude. Gouverner était ainsi pour lui une forme d'interaction toujours mouvante entre le pouvoir et la société. Maintenir l'État requérait donc de multiplier ce qu'il a appelé les coups d'État, actions toujours particulières et exceptionnelles destinées à assurer la continuité du pouvoir. Un savoir de cette nature était bien sûr réservé à l'usage des gouvernants. Il devait rester masqué au commun, du fait même de son contenu. Et on ne s'étonne donc pas que Naudet se soit contenté d'un tirage de 12 exemplaires pour la première édition de ses considérations politiques sur les coups d'État, comme s'il aurait été dangereux de diffuser plus largement une œuvre attachée, je le cite, à déchiffrer l'action des princes et faire voir à nu ce qu'ils s'efforcent tous les jours de cacher avec 1000 sortes d'artifices. Les méthodes de manutention des esprits, les stratégies de séduction ou de manipulation des crédulités, les techniques de la dissimulation n'auraient en effet su être divulguées au peuple populace que l'on entendait subjuguer. Dans cette perspective, l'exercice du pouvoir résidait dans l'organisation d'une distance dont il fallait taire les recettes, ce qu'on appellera les arcana imperii, de telle sorte qu'elles finissent par être intériorisées par la population comme résultant d'une supériorité naturelle. Mais ces secrets d'empire devaient en même temps circuler dans les milieux informés, être partagés par ceux qui se distinguaient du commun et du vulgaire pour former la sphère des supériorités. Les traités de la raison d'État ont ainsi, de cette façon, été destinés à constituer un monde social d'élites de diverses catégories s'associant de façon complice à l'entreprise de domination des gouvernés. Le type de domination auquel renvoyaient les théoriciens de la raison d'État prétendait trouver là une légitimation complémentaire qui, elle, était d'ordre sociologique. C'est aussi parce que le peuple était appréhendé comme populace, masse soumise à ses passions les plus immédiates, qu'il fallait le subjuguer. Selon la formule de Naudet, le peuple est une très cruelle bête, d'un naturel inconstant, séditieux, querelleur et convoiteur. Et c'est pour cela que leur cynisme fera que certains les rejoindront par le biais de ce présupposé sociologique. Et toute la littérature des libertins érudits repose sur cela. La raison aristocratique des libertins érudits jouera de cette façon un rôle essentiel pour faire accepter par toute l'élite libérale la raison d'État au XVIIe siècle. Ils feront en effet de la critique du vulgaire la critique de tout progrès. Le message sera martelé par Pierre Charon, un des grands best-sellers du XVIIe siècle, de la sagesse, ou par un autre livre au succès immense, de Lamotte-Levaillé, Ses 4 dialogues faits à l'imitation des anciens. Ces deux figures, les plus marquantes du libertinage érudit,
ont en effet fait le lien entre les théories de la raison d'État et la formation, pourrait-on dire, d'une élite gouvernante. J'ai toujours pensé, écrira significativement Lamotte Levaillé, que c'était contre ce torrent de la multitude que nous devions employer nos principales forces, et qu'ayant dompté ce monstre du peuple, nous viendrions facilement à bout de tous les autres problèmes. Ce mépris de la foule les liera à Naudet et à ses pairs, justifiant en raison leur position de retrait sur l'Olympe en tant que maître caché du monde. Ces théories de la raison d'État ont ainsi fixé les conditions et les justifications d'une domination gouvernementale, un âge de l'autonomie des consciences dans lequel les masses ne pouvaient plus sérieusement être encadrées par la religion. Le cynisme de tels ouvrages les rendrait impubliables à l'âge de la souveraineté du peuple. Et ce n'est que très récemment qu'on a fait plusieurs rééditions de Naudet, qu'on a fait des rééditions de Mazarin et de plusieurs de ses autres ouvrages. À notre âge, pourtant, ces préceptes n'ont pas cessé d'être suivis comme impératifs pratiques et quotidiens, qui n'avaient pas besoin d'être réfléchis. On peut même dire que l'avènement du suffrage universel n'aura même fait que renforcer le sens de la précarité du pouvoir pour les gouvernants, désormais obligés de s'afficher en serviteurs du nouveau maître. Va alors s'instaurer un divorce toujours croissant entre le temps du discours électoral, marqué par un impératif démocratique de séduction et de proximité vis-à-vis du peuple, et celui de l'action gouvernementale, appuyé, elle, sur la permanence du recours, lui indicible, aux vieilles recettes de la conservation du pouvoir et de la manipulation du monde. Le mode de domination des gouvernés par les gouvernants s'est désormais lié à un art de la séduction que les experts en communication ont méthodiquement élaboré. Et c'est dans les campagnes électorales qu'il se déploie et trouve son accomplissement. Mais un peu d'histoire montre qu'ils n'ont rien inventé sur le fond. Le petit manuel de campagne électorale, qui était rédigé à Rome en 64 avant Jésus-Christ par Quintus Cicéron, le frère du grand orateur, à l'intention de celui-ci, qui envisageait alors de se lancer en politique et de présenter sa candidature à une des charges de consul, a ainsi formalisé la première expression historique que l'on ait conservée de l'art de mener une campagne électorale victorieuse. C'est à proprement parler un traité de séduction et de manipulation. Quintus dit à son frère ainsi comment il faut savoir se créer des amitiés, savoir flatter les électeurs et être assidu auprès d'eux, comment conquérir l'opinion publique et obtenir que le plus d'hommes possible aient les oreilles remplies de bruits les plus favorables à ton sujet. Quintus suggérait même à son frère de savoir discréditer ses concurrents en essayant de trouver un soupçon d'infamie, de crime, de débauche ou de corruption en accord avec leur caractère. Il lui recommandait aussi de mener une campagne altière, magnifique, brillante, éclatante, qui le fasse sortir du lot et l'impose comme une personnalité incontournable. Et lui rappelait bien sûr que son éloquence était une arme décisive, puisque c'est ainsi que l'on tient, disait-il, les hommes à Rome, qu'on les séduit, qu'on les empêche de gêner ou de nuire. Les règles de la séduction n'ont guère changé en ce domaine. Elles visent toujours à enchanter la réalité avec le secours involontaire ou complice des médias. C'est Maurice Joly, un des plus féroces adversaires de Napoléon III, qui a fait la première description critique de la manipulation de l'opinion à l'âge des médias modernes. Dans un pamphlet célèbre, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Le pamphlet est resté célèbre parce que c'est lui qui est à l'origine du fameux livre antisémite Les Protocoles des sages de Sion. Et partout où il y avait des critiques du césarisme, on a mis les Juifs à la place. Et il a été prouvé que c'était la police secrète russe qui avait eu l'idée de prendre ce livre et de mettre, à chaque fois qu'on parlait de César, de mettre les Juifs. Et donc, il y a eu un livre entier qui a été publié sur l'histoire de cette manipulation. Mais l'intérêt, c'est quelque chose de secondaire pour nous, l'intérêt du pamphlet est qu'il n'a pas simplement dénoncé avec virulence, comme beaucoup d'autres, l'autoritarisme du régime. Il a montré comment celui-ci avait inauguré un rapport inédit à la presse. Au-delà de la censure, dont j'ai expliqué la légitimation tout à l'heure, c'est en effet l'avènement d'un pouvoir journaliste que décrivait Joly. Puisque c'est une si grande force que le journalisme,
faisait-il dire à Napoléon III, répondant dans le livre au nom de Machiavel. Et Machiavel, c'est Napoléon III, et les bons républicains, c'est Montesquieu. Savez-vous, dit Napoléon III, ce que ferait mon gouvernement? Il se ferait journaliste. Ce serait le journalisme incarné. Et de poursuivre, comme le dieu Vishnu, ma presse aura 100 bras. Et ces bras donneront la main à toutes les nuances d'opinion quelconques sur la surface entière du pays. On sera de mon parti sans le savoir. Ceux qui croiront parler leur langue parleront la mienne. Ceux qui croiront parler leur langue parleront parce qu'ils croiront agiter un parti qui en fait sera le mien. Ceux qui croiront marcher sous leur drapeau marcheront sous le mien. À l'aide du dévouement occulte de ces feuilles publiques, je puis dire que je dirige à mon gré l'opinion dans toutes les questions de politique intérieure ou extérieure. J'excite ou j'endors les esprits, je les rassure ou je les déconcerte, je plaide le pour et le contre, le vrai et le faux. Avant de conclure, user de la presse, en user sous toutes ses formes, telle est aujourd'hui la loi des pouvoirs qui veulent vivre. Un siècle plus tard, Hannah Arendt dénoncera dans Du mensonge à la violence les entreprises de manipulation des gouvernements qui, selon sa formule, utilisent à leur profit les inventions de Madison Avenue. Et force est de constater que ce jugement reste d'actualité. Son livre Du mensonge à la violence est le livre qu'elle a fait sur les documents du Pentagone sur la guerre au Vietnam. Si les institutions représentatives ou les modalités de participation ont pu évoluer et se renforcer depuis les révolutions fondatrices de la modernité politique, l'art de gouvernement est resté, lui, extraordinairement stationnaire. Ce sont toujours les mêmes recettes, les mêmes subterfuges, les mêmes éléments de langage qui guident la conduite de gouvernants hantés par la conservation de leur pouvoir, l'avènement de l'âge médiatique puis électronique n'ayant fait que rendre plus redoutables les formes de cette manipulation. Faire entrer les gouvernements dans l'âge démocratique implique préalablement de rompre avec tous ces discours enchantés pour considérer dans leur réalité les rapports entre gouvernés et gouvernants. La réalité du rapport entre gouvernés et gouvernants est structurellement constituée par un écart, alors que le peuple peut aspirer au moins partiellement à s'ériger lui-même en législateur. Il ne peut pas se gouverner lui-même. Il y a en effet une forme d'asymétrie structurelle entre gouvernés et gouvernants, à la différence de celle qui existe entre représentés et représentants, qui peut idéalement, elle, n'être que fonctionnelle. Explicitons ce point absolument décisif pour une théorie du gouvernement. En démocratie, c'est le peuple, directement ou plus souvent par l'intermédiaire de ses représentants, qui est l'auteur des lois auxquelles il se trouve devoir obéir. Le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur, ainsi souligné fameusement Rousseau. Est-ce à dire que la démocratie revient à s'obéir à soi-même? Ou plus précisément, peut-on se gouverner soi-même? Se gouverner étant bien entendu là, entendu au sens politique du terme, et non pas au sens de gestion de sa propre conduite, gouvernement des conduites. Cette question peut être appréhendée de deux façons, dans une perspective sociologique ou dans une perspective institutionnelle. En termes sociologiques, la question de l'autogouvernement du peuple se heurte au fait de la non-superposition entre le peuple qui fait les lois et celui qui doit obéir aux lois. Celui qui fait les lois, c'est le peuple corps civique, qui est un en son essence, même s'il n'est constitué que par la fiction du pouvoir majoritaire, tandis que le second, celui qui obéit aux lois, est le peuple social, caractérisé par la diversité de ses conditions et sa déclinaison pratique en comportement individuel. Les deux ne coïncident pas et s'opposent même. C'est un point central du contrat social de Rousseau. Rousseau a fortement mis l'accent dans les chapitres du contrat social consacrés à la question du gouvernement sur ce point. Et on connaît les derniers mots du chapitre 4 consacré à la démocratie. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Ces formules ont souvent été mal interprétées. On les a compris comme si Rousseau, in fine, avouait son scepticisme vis-à-vis de la possibilité d'une émanation politique. En fait, il voulait souligner par ces mots que la généralité de la loi deviendrait menacée si le législateur avait la latitude de la modifier au moment de l'exécuter. En l'exécutant,
Il quitterait en effet de fait les habits de généralité du corps civique pour n'être plus qu'un gestionnaire de la particularité, susceptible donc d'être tenté de privilégier des intérêts spécifiques, tandis que les dieux, eux, ne sont pas menacés par cette dualité, car leur caractéristique, c'est de persévérer dans leur être essentiel. C'est pourquoi Rousseau appelait à séparer la souveraineté du gouvernement. C'est la souveraineté qui devait être démocratique, tandis que le pouvoir fortement subordonné de l'exécutif n'avait pas d'utilité à l'être à ses yeux, et qu'on sait qu'il est un des premiers à avoir employé l'idée d'aristocratie démocratique. Mais si l'on ne reprend pas ce raisonnement de Rousseau, même si on ne le reprend pas, subsiste le fait de l'écart entre le peuple social et le peuple corps civique. Le gouvernement, dans ce cadre, n'est pas simplement le pouvoir qui exécute les lois, avec le caractère mécanique que cette notion impliquait pour les esprits du XVIIIe siècle. Il doit aussi être une interface active, gestionnaire de l'asymétrie structurelle entre les deux peuples. On peut même considérer que c'est le premier objet du gouvernement, ce qui implique bien sûr des choix et des arbitrages. On ne peut donc se gouverner politiquement soi-même, car il y a deux espèces de soi qui ne coïncident pas, celui du citoyen à la généralité qui est en soi et celui de l'individu marqué par la particularité. L'individu n'est jamais immédiatement citoyen, et c'est pour cela qu'il doit toujours être gouverné. Il y a toujours de ce fait une extériorité entre le pouvoir et les individus. La perspective institutionnelle prolonge donc là le constat sociologique pour établir la nécessaire séparation du pouvoir exécutif et l'établir dans sa dimension réflexive. Tout pouvoir exécutif a, du fait de cette distinction entre le peuple corps civique et le peuple social, une dimension réflexive. Il y a un autre élément d'écart structurel entre gouverner et gouvernant à prendre en compte. Alors que l'exercice de la délibération parlementaire implique l'existence d'un collectif, celui de la décision doit être concentré. Le pouvoir exécutif, indifférent même de ses conditions de validation, est toujours un en son essence, tandis que la société est toujours multiple. C'est de fait ce qui constitue le pouvoir exécutif en pôle d'initiative. Le multiple est toujours fonctionnellement le sujet de l'un. L'un n'est donc pas que la forme idéalisée ou achevée, il renvoie au fait de la nécessité d'un travail de réflexivité. C'est ce qui fait la différence entre la notion d'autogestion et celle d'autogouvernement. Un groupe spécifique peut en effet toujours s'autogérer. Une assemblée de copropriétaires, une association culturelle, les membres d'un collectif de travail ou même les habitants d'un quartier peuvent ainsi s'organiser pour prendre ensemble des décisions les concernant. Les exemples de tels régimes d'assemblée générale, d'hier ou d'aujourd'hui et sur tous les continents, sont nombreux, et leur viabilité ne rencontre que des limites que l'on pourrait dire strictement matérielles, concernant par exemple la taille des groupements concernés ou la disponibilité relative de leurs membres. Mais leur organisation est également liée à une autre caractéristique essentielle, leur caractère fonctionnel. Ce sont en effet des groupes horizontaux, ayant pour objet de gérer un bien, une activité, un projet. Dans ce cadre, chaque participant se situe dans un même rapport aux autres et sur le même plan qu'eux. Les participants s'organisent ensemble en tant que producteurs, consommateurs, copropriétaires, usagers, habitants d'un quartier. Il y a ainsi une dimension d'immédiateté dans ce qui les lie. Le champ politique se caractérise, à l'inverse, par le fait que la catégorie commune de citoyens est adossée à la multiplicité des rôles de chacun, avec les contradictions et les tensions que cela entraîne, entre contribuables et usagers des services publics, producteurs et consommateurs, etc. Les individus, dans ce cas, ne sont jamais seulement portions du peuple, d'où la nécessité d'une forme de réflexivité à laquelle correspond l'action de l'instance gouvernement. Au-delà des différentes tâches plus strictement gestionnaires qui lui reviennent, cette dernière instance se caractérise par un travail de composition des différents registres de la vie sociale qui fondent cette dissymétrie et leur extériorité fonctionnelle. Le caractère structurel de l'écart entre gouverné et gouvernant
peut aussi être appréhendé négativement, en montrant les impasses auxquelles conduisent les philosophies de l'émancipation qui sont fondées sur un projet d'abolition du gouvernement. Le refus de penser l'exécutif comme structure gouvernante structurellement réflexive, on l'a longuement montré, a d'abord été dérivé du culte de la loi qui avait dominé les esprits au XVIIIe siècle. Mais il a aussi ressurgi sous une autre forme au XIXe, celle de l'anarchisme, au sens étymologique du terme. Proudhon en a le premier formalisé les principes. Il faut donc le considérer. En son point de départ, la réflexion de Proudhon n'est pas très éloignée de la vision révolutionnaire classique, comme en ont témoigné certaines de ses interventions de 1848. Il a par exemple écrit dans Le Peuple « C'est à l'Assemblée nationale d'exercer par l'organisation de ses comités le pouvoir exécutif, comme elle exerce par ses délibérations en commun et ses votes le pouvoir législatif. Les ministres, sous-secrétaires d'État, chefs de division, etc., avait-il dit, font double emploi avec les représentants dont la vie désœuvrée, dissipée, livrée à l'intrigue et l'ambition est une cause incessante d'embarras pour l'administration, de mauvaise voie pour la société, de stériles dépenses pour l'État. Ça, c'était typiquement un discours de 1789. Mais Proudhon n'en était pas resté là. C'était le principe même de toute subordination politique qu'il refusait. Pour lui, le socialisme était le contraire du gouvernementalisme. Le programme révolutionnaire d'émancipation de l'humanité impliquait, à ses yeux, de bannir toute institution organisatrice d'une distinction dominatrice. Et il disait « Nous n'admettons pas plus le gouvernement de l'homme par l'homme que l'exploitation de l'homme par l'homme ». La propriété et le gouvernement représentaient pour lui les deux principales modalités d'institutionnalisation de l'extériorité sociale. Et il notait, dans La Voix du Peuple, un autre journal de cette période qu'il a dirigé, ce qu'on appelle en politique autorité est l'analogue et l'équivalent de ce qu'on appelle en économie politique propriété. Ces deux idées sont adéquates l'une à l'autre et identiques. Il fallait donc pour Proudhon à la fois socialiser la propriété et en même temps anarchiser le pouvoir. Anarchiser le pouvoir, c'est-à-dire dissoudre le dénivelé qu'il implique nécessairement pour lui substituer des formes directes, décentralisées, de coopération et d'association entre les hommes pour l'organisation de la vie commune. Il s'agissait donc pour lui de tout autre chose que de prôner le gouvernement direct, comme le faisait tout un courant des démocrates socialistes, les démoxocs, en 1851. La formule révolutionnaire, martelait-il, ne peut plus être ni législation directe, ni gouvernement direct, ni gouvernement simple, elle est plus de gouvernement. Proudhon retrouvait à sa façon par ce biais les perspectives des philosophes écossais du XVIIIe siècle, qui visaient à substituer un ordre immédiat de la société civile à l'organisation politique du monde. Mais alors que ceux-ci sanctifiaient le mécanisme du marché, promoteur d'un ordre estimé objectif, neutre et anonyme, il mettait, lui, davantage l'accent sur le fait sociologique d'un nécessaire avènement du producteur comme figure centrale du monde social. Il proposait de substituer le règne des contrats, en d'autres termes, disait-il, le règne économique ou industriel, pour abolir les vieux systèmes de justice distributive, de règne des lois, en termes plus concrets, de substituer au régime féodal, gouvernemental ou militaire ce règne du producteur. Il dira « L'idée de contrat est exclusive de celle de gouvernement ». La domination politique était décrétée abolie, alors qu'en fait, elle était disséminée dans les règles de l'ordre économique. Proudhon a été un théoricien de l'autogestion, mais justement, il n'a pas considéré en soi la distinction qu'il y avait entre l'œuvre de gestion et l'œuvre de gouvernement. La grande différence qu'il y a, nous consacrerons une séance du séminaire à cela, entre gérer et gouverner, c'est que la gestion traite d'éléments à optimiser qui se situent dans un même espace. Le gouvernement consiste à concilier, à harmoniser ou à faire coïncider des éléments qui se trouvent dans des plans différents. Voilà la grande différence entre gouverner
et gérer. Et c'est pour cela qu'il a été un théoricien de l'autogestion, mais qu'il n'a pas été celui qui a repensé la question du gouvernement. Il a substitué l'idée d'autogestion à celle de gouvernement. Au XXe siècle, c'est par le biais de l'anthropologie qu'a aussi ressurgi le projet d'une société exempte de tout pouvoir extérieur dominateur. En France, l'œuvre de Pierre Clastres, un observateur des Indiens Guayakí, du Paraguay actuel, avait alors contribué à alimenter l'éthos anti-autoritaire de l'après 68. Dans ses publications, essentiellement rassemblées dans 2 livres, La société contre l'État et Recherche d'anthropologie politique, il avait souligné ce qu'il avait considéré être le constat majeur de ses observations chez les Guayakí, chez qui il avait passé de longues années. Le fait que le chef n'y exerçait aucun véritable pouvoir. Chef chez les Guayakí, il l'était par la forme de respect qui l'entourait, ou le port de certaines parures. Mais ce chef ne disposait pas de pouvoir coercitif. Il n'avait aucun pouvoir propre de décision, il ne donnait pas d'ordre au sens d'injonctions qui sont destinées à être obéies. Le pouvoir politique, entre guillemets, combinait dans ce cadre une légitimité incontestée du chef avec une puissance de commandement presque nulle. Clastres avait fait l'hypothèse que cette faiblesse du pouvoir n'était pas le signe d'un inaccomplissement, d'un manque, correspondant à un état de développement embryonnaire de sa société Guayakí, comme on le disait de toutes les sociétés primitives. Elles n'ont pas encore atteint un certain stade de développement institutionnel. Mais il avait considéré, au contraire, que cette situation résultait d'une volonté collective consciente et réfléchie de ne pas voir s'ériger la figure d'un maître surplombant la communauté. Élargissant son propos, il avait suggéré que les sociétés dites primitives, loin d'être incomplètes, privées en leur archaïsme de la constitution d'une sphère politique et d'un État autonome, avaient au contraire eu la sagesse de résister à une telle tentation. C'était presque en faire les modèles d'un ordre libertaire d'avenir, d'où le succès public rencontré par son livre « La société contre l'État ». La thèse de Clastres avait alors fait l'objet de nombreuses discussions chez les anthropologues. On lui avait notamment reproché d'avoir indûment généralisé ses observations sur les Guayakí, oblitérant le fait que de nombreuses sociétés dites primitives avaient été commandées par des chefs ou des prêtres aussi autoritaires que brutaux, disposant de fait d'un droit de vie et de mort sur des hommes et des femmes soumis à leur pouvoir absolu. Le rapport de maître à sujet étant alors exercé dans sa mise en forme la plus radicale. Mais plus intéressant pour ce qui retient notre attention est le fait que ces commentateurs, quels qu'ils soient, aient souligné la force de la loi dans cette société Guayakí. Le pouvoir de commandement du chef était dans ce cas limité, car c'est la loi qui imposait de façon indiscutable les règles de la vie commune. Loi indiscutée, car supposée fondée sur une transcendance, procédé des mythes fondateurs de la société, celle des dieux superposée avec celle des ancêtres. Ce que les hommes devaient faire pour les Guayakí, c'était se conformer strictement aux règles héritées, règles qui ne sauraient être enfreintes sans mettre en péril l'existence même de la société, car elles étaient le fruit de l'expérience du passé, le fruit de l'identité historique, elle-même enracinée dans une création originaire surnaturelle. Il n'y avait donc pour ces hommes rien à inventer de nouveau pour vivre bien. La société primitive ne pouvait ainsi s'inscrire que dans une négation de principe de tout changement. Elle se pensait sur un mode radicalement conservateur. Dans ce cadre, la notion même de politique n'avait pas sa place, car le politique consiste justement à réévaluer en permanence et à ajuster les règles de la vie sociale. Exercer le pouvoir, c'est être en capacité de modifier ces règles et de s'adapter à l'imprévu. Commander, c'est toujours imposer sa loi d'une certaine façon. Le chef Guayakí n'avait donc pas à régenter la communauté, mais seulement à rappeler une loi immémoriale, confondue avec le mythe fondateur qui donnait son identité au groupe. Il n'était que le porte-parole de cette loi, au sens le plus strict du terme. Voilà ce qu'explicite Clastres. De la bouche du chef jaillissent non pas seulement
les mots qui sanctionneraient la relation de commandement-obéissance, mais le discours de la société sur elle-même, discours au travers duquel elle se proclame elle-même communauté indivisée et volonté de persévérer dans cet être indivisé. S'il n'y a pas de sphère proprement politique, ni d'État chez les Guayakis, c'est donc aussi parce que la société exclut le conflit et la division en son sein. Elle ne peut se penser que comme homogène. D'ailleurs, si un désaccord se marquait chez les Guayakis, il se traduisait nécessairement par l'exclusion du groupe. La loi des dieux et des ancêtres y était celle d'une obligatoire unanimité. Et si la bouche du chef ne peut proférer d'ordre qui relèverait d'une décision personnelle, sa parole, elle, est sacrée, car en son discours, je cite Classe, le chef n'exprime jamais la fantaisie de son désir individuel ou le dire de sa loi privée, mais seulement le désir sociologique qu'a la société de rester indivisée et le texte d'une loi que personne n'a fixée, car elle ne relève pas de la décision humaine. Les Guayakis n'échappaient ainsi à la domination d'un chef qu'au prix d'une soumission aveugle à une loi sur laquelle ils n'avaient aucune prise. Leur libération d'un pouvoir politique humain se payait de l'obéissance absolue à la loi des dieux et des ancêtres. Cette dépendance était d'ailleurs gravée sur le corps même des jeunes gens au cours des rituels d'initiation. Voilà ce qu'écrit Clastre. Dans ces rituels, la société inscrit le texte de la loi sur la surface des corps, car la loi qui fonde la vie sociale de la tribu, nul n'est censé l'oublier. Par ces rituels était ainsi consacrée la permanence de cette loi et l'égale dépendance de tous vis-à-vis d'elle. La domination était alors totalement intériorisée et masquée derrière l'apparence d'une société sans pouvoir. La liberté des hommes n'était, pourrait-on dire en reprenant la fameuse formule hegelienne, que la pure intellection de la nécessité, la volonté s'identifiant au respect d'un commandement de la nature et des dieux. Proudhon d'un côté, les Guayakis de l'autre. Il y a avec eux deux façons radicalement opposées l'idée de gouvernement en faisant retour au règne de la loi, par la dissémination de cette loi dans les contrats du quotidien et les formes d'auto-organisation chez Proudhon, et par la transcendance radicale de l'autre. Le spectre de la domination politique et les asymétries de pouvoir n'étaient alors exorcisés que dans l'illusion de leur négation. Ce dont il s'agit est, à l'inverse, de définir les conditions d'une non-domination des gouvernés par les gouvernants tout en reconnaissant le fait de la nécessaire asymétrie de leurs liens. Définition qui impose d'avoir une claire conscience des figures de la confiscation du pouvoir et des risques permanents de voir celle-ci s'établir. C'est tout le problème de la définition d'un gouvernement démocratique. Certains l'ont considéré comme impossible. C'est la thèse pessimiste qui est développée par les théories de l'oligarchie démocratique, avec leurs deux principales expressions, les théories de l'aristodémocratie, d'un côté, forgées pendant la Révolution française, fondées sur une vision du mécanisme électoral comme opérateur de distinction, et les théories dites élitistes de l'autre côté, avec des auteurs comme Pareto, Mosca et bien d'autres, pour lesquels tout régime politique est nécessairement oligarchique. Ces différentes théories dites réalistes ont généralement été comprises par leurs auteurs comme établissant des lois des reins, c'est une expression d'Ostrogorsky, objectives, et du marxisme aussi, auxquelles il est donc illusoire de penser échapper. Mais on peut aussi les appréhender dans une autre perspective, comme dessinant la carte des risques et des tendances qui menacent la vie démocratique. Elles ont cela leur place dans une théorie de la démocratie, car minimiser ces risques et ces tendances, ou même prétendre les éliminer totalement avec des formules magiques, revient toujours d'une manière ou d'une autre à les occulter et à rendre donc illisible ou invisible la domination. Pour prendre la mesure des conditions de formulation du projet de faire entrer le gouvernement en démocratie, il faut ainsi préciser la spécificité du type de domination qui caractérise le rapport gouverné-gouvernant. On ne peut bien l'appréhender qu'en le distinguant des types de domination qui ont fait l'objet des analyses classiques. Prenons Max Weber et Bourdieu. Chez Weber, on peut parler de domination de statut. Les différentes figures, traditionnelles, rationnelles et charismatiques qu'il décrit,
définissent en effet des formes d'autorité qui sont reconnues et légitimées par l'individu. Chez ces deux auteurs, le propre de la domination, c'est d'être reconnu et légitimé. Il y a donc, pour Weber, une relation consentie d'obéissance à une instance de pouvoir. Consentement qui se lie implicitement, dans cette vision de Weber, au présupposé d'une distinction irréductible entre la masse et les élites. Bourdieu, lui, s'est surtout intéressé aux mécanismes par lesquels les dominants réussissent à imposer leurs normes et leurs valeurs aux dominés. On peut parler dans ce cas non pas d'une domination de statut, mais d'une domination de conditionnement, qui conduit à faire intérioriser comme naturelles ou objectives, et donc à légitimer ses normes et ses valeurs. Weber traite ainsi des institutions et Bourdieu des phénomènes sociaux et culturels. Le rapport gouverné-gouvernant en démocratie ne rentre, lui, dans aucun de ces deux cadres. Il repose certes sur une dissymétrie, mais les formes de domination qui peuvent en dériver n'ont pas de caractère constitutif. Elles ne tiennent pas à la forme gouvernement en tant que telle. Elles ne reposent que sur une dissymétrie d'ordre fonctionnel avec le monde des gouvernés, comme celle qui caractérise par exemple un rapport de délégation. Il faut donc plutôt parler d'effets possibles de domination, qui se traduisent par des formes de dépossession, de distanciation, de repli, d'exclusion, qui changent la nature de cette dissymétrie pour lui donner un caractère pratiquement confiscatoire. Ce sont des pratiques, des comportements, des modes d'organisation, des mécanismes de décision qui sont là en cause. Une institution opaque produit ainsi un effet de domination, même si le titulaire de la charge a été élu. Un langage démagogique infériorise le citoyen tout en prétendant le couronner. Le manque d'attention au quotidien de la population équivaut dans les faits à une forme d'arbitraire. Des décisions prises en catimini font pratiquement retourner à un pouvoir de caste. Les notions weberiennes et bourdieusiennes de domination impliquent un rapport nécessaire et structurel, alors que le rapport gouverné-gouvernant ne produit en démocratie de véritables effets de domination que dans son dysfonctionnement. De même que le rapport de représentation ne se retourne en pouvoir sur le représenté qu'au prix de formes de manipulation. En outre, à l'inverse des phénomènes de domination caractérisés par les deux sociologues, il n'y a pas de consentement, c'est très important, des gouvernés au comportement des gouvernants, quand ceux-ci s'écartent de ce qu'il aurait dû être. En démocratie, les citoyens n'acceptent pas qu'un gouvernement puisse se comporter en père, en maître ou en Dieu, alors que les théories de la domination chez Weber et chez Bourdieu partent de ce principe qu'on appelle la légitimité. La position, les formes de commandement pratiques qui sont acceptées n'emportent pas la reconnaissance d'une légitimation et d'une dimension hiérarchique. La position d'un gouvernement est en outre toujours précaire d'une certaine façon, et ses décisions souvent contestées. Les gouvernés ne cessent de ruer dans les brancards et n'intériorisent donc nullement une forme de supériorité à laquelle ils consentiraient. C'est même souvent avec une forme de mépris affiché qu'ils considèrent ceux qu'ils ont pourtant élus. En matière de rapport gouverné-gouvernant, l'idée de prendre le pouvoir n'a donc pas de sens, puisqu'il est déjà pris d'une certaine façon avec l'élection. Elle ne peut pas non plus prétendre s'accomplir sous les espèces d'un impossible autogouvernement. C'est seulement à travers une régulation des comportements et des diverses modalités d'action et d'organisation que le pouvoir peut être là effectivement réapproprié. Une pensée de l'émancipation démocratique ne peut être formulée sur ce terrain que sous des espèces pratiques, espèces de la réappropriation. Si la démocratie est un gouvernement, et pas seulement un régime, elle doit se définir par un mode d'exercice du pouvoir qui lui soit propre. La caractéristique du pouvoir exécutif est d'être déterminé par son activité. Il ne se définit pas seulement par son statut et sa fonction, comme c'est le cas pour toutes les autres institutions. Définir une institution, c'est parler de son statut et de sa fonction. Un statut définit des conditions de formation, un mode de composition, des règles de fonctionnement. Une fonction précise un objet et un champ d'action avec ses bornes. Statut et fonction sont constituants de ce qui définit donc une institution, une autorité. C'est à partir de tels critères que l'on peut
adéquatement caractériser le pouvoir législatif ou l'autorité judiciaire. Mais le pouvoir exécutif ne peut pas, lui, être seulement décrit dans ces termes. Son mode de formation, les conditions propres d'exercice de la responsabilité, les règles d'articulation avec les autres pouvoirs et le principe de sa fonction sont certes établis par des textes constitutionnels. Mais la vie et la consistance pratique de ce pouvoir dépendent aussi d'autres facteurs. Plus difficiles à formaliser, ils sont une fonction du temps et de la pratique. L'exercice du pouvoir exécutif s'appréhende ainsi par la façon dont il élabore ses décisions et non pas seulement par le contenu de celles-ci. Du même coup, la légitimité des gouvernants et des agents publics en général est fonction de l'appréciation du comportement de ceux-ci. De nombreuses études ont bien montré que les citoyens voyaient les choses de cette façon. Je ne fais que référence très rapidement ici aux travaux pionniers de Tom Tyler, qui ont été très utilisés aux États-Unis, mais curieusement peu connus en France. Les citoyens veulent être écoutés, reconnus pour ce qu'ils sont, informés, traités avec respect, associés aux décisions. Dans ces conditions, ils sont même facilement disposés à accepter des décisions qui peuvent leur être défavorables. C'est la grande conclusion des 20 ans d'enquête de Tyler. À l'inverse, ils suspecteront a priori le bien fondé de politiques menées par des gouvernants dont les décisions apparaissent mal justifiées, élaborées et mises en œuvre sans véritable consultation. On peut donc aller jusqu'à dire que les citoyens ne rêvent pas de démocratie directe au sens fort du terme, même s'ils désirent que des référendums, dans certains cas, puissent être organisés sur des questions particulières. Ce qu'ils veulent, ce sont des gouvernants qui fassent leur travail avec compétence et dévouement, qui aient le souci prioritaire de servir l'intérêt général et pas leur carrière. Ils acceptent la division du travail entre gouvernés et gouvernants, mais attendent que ces conditions soient remplies et sont très exigeants en la matière. Les citoyens se satisfont d'une souveraineté électorale intermittente, ce qui était qualifié de démocratie furtive. Je fais référence là aux travaux de John Eibing et Elizabeth Tice Morse. Mais ils détestent quand les hommes et les femmes politiques se comportent d'abord en représentants de leur parti et déplorent plus largement qu'ils vivent souvent cloîtrés dans leur petit monde. C'est à ce que j'ai appelé une démocratie interactive, définissant une façon de gouverner constamment ouverte qu'ils aspirent au premier chef. C'est donc à décrire les figures de cette interaction qu'il faut s'attacher pour définir la qualité démocratique d'un gouvernant. Nous en distinguerons 4 dans les séances à venir: la lisibilité, la réactivité et la responsabilité, avant d'aborder, dans les 2 cours finaux, les qualités propres aux gouvernants, le parler vrai, l'intégrité et la volonté. Ce sont sur ces 2 modes que l'on peut définir, que je définirai, une démocratie d'appropriation. À la semaine prochaine.